Alors, au nom de l'équipe, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Ces derniers mois, nous avons tous pu constater que certains postes du budget ont augmenté, voire explosé. La crise sanitaire, les inondations ou l'actualité géopolitique expliquent en partie la situation. La plupart des ménages ont pris ces augmentations de plein fouet, certains plus durement que d'autres qui étaient déjà touchés précédemment par les difficultés de la vie. Nous assistons aujourd'hui au deuxième webinaire d'une série consacrée au pouvoir d'achat des ménages. L'Observatoire a souhaité faire appel à des experts dans différents domaines pour nous permettre de comprendre la situation actuelle, les raisons de ces augmentations, leurs conséquences sur le budget des ménages et les enjeux qui y sont liés. Nous souhaitions également pouvoir vous éclairer sur les aides disponibles. Le thème du jour est l'inflation, mais vous retrouverez également deux autres webinaires qui sont programmés en mai, l'un sur le prix de l'alimentation et l'autre sur le prix de l'eau. Alors, inflation, indexation, indice des prix à la consommation, pouvoir d'achat, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Nos experts vont tenter de vous expliquer tout ça aujourd'hui. Mais juste avant de présenter nos orateurs, je fais le point sur quelques informations pratiques. Alors, comme à l'accoutumée, le webinaire est enregistré. Le PowerPoint et l'enregistrement vous seront envoyés prochainement et seront disponibles sur le site de l'Observatoire. L'organisation du webinaire est la suivante. Chaque orateur dispose d'environ 30 minutes de temps de parole et ensuite ils prendront le temps de répondre chacun à vos questions. Je vous remercie de poser vos questions directement dans la messagerie durant la présentation. Je compilerai l'ensemble de vos questions et je les soumettrai à nos orateurs du jour en fin de session. Si vous rencontrez un problème avec la messagerie, n'hésitez pas à transmettre vos questions par retour de mail. Pour respecter le timing, nous fonctionnerons uniquement avec des questions écrites. Dernière chose, pour les personnes qui souhaitent une attestation de participation, je vous remercie de nous la demander par retour de mail et nous vous l'adresserons donc ensuite. Alors, il est grand temps de laisser la parole à nos orateurs, Philippe Delay, qui est conseiller au département des études, et Valentine Jacobs, qui est économiste au département des études, tous deux à la Banque nationale de Belgique. Je les remercie vivement pour leur investissement dans la préparation de ce webinaire. Eh bien, Philippe, Valentine, je vous laisse vous présenter. Je serai le maître du temps et donc je vous ferai signe lorsque vous aurez atteint le temps qui vous est imparti. Je vous remercie à tous et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup, Virginie. Donc, effectivement, je m'appelle Philippe Delay, je suis économiste au département des études, responsable d'un groupe qui suit trois thématiques importantes et interreliées, hein. C'est l'évolution du marché du travail, donc focus emploi, chômage, et aussi la dynamique des salaires et, bien entendu, puisque nous sommes là aujourd'hui, l'inflation. Valentine, qui m'accompagne, est particulièrement investie sur ce suivi de l'inflation et donc c'est elle qui a préparé la présentation dans le cadre de notre communication ici. Elle fera la présentation. Je suis là aussi pour intervenir et répondre à vos questions éventuelles. Et donc, je voulais avant tout remercier l'Observatoire pour l'invitation et invitation aussi qui a été transmise par notre directeur, Vincent Magnier, qui est aussi président de l'Observatoire. Il est vrai que la Banque nationale a, avec l'Observatoire, une relation de très long terme, hein. On a été dès le départ, déjà dans les années 90 du siècle dernier, en relation à l'origine de toute une série d'initiatives. Et donc, c'est avec grand plaisir qu'on continue à entretenir ces bons contacts avec vous. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps. En principe, on devrait tenir le timing. Peut-être juste un petit bémol par rapport à ce que Virginie a indiqué concernant le fonctionnement. Donc, il y aura une seule oratrice principale, ce sera Valentine, qui fera la présentation. Et nous avions imaginé qu'entre chaque chapitre, on puisse intervenir pour éventuellement répondre à des questions de précision, de compréhension, parce que ça nous paraissait important de bien s'assurer que, étape après étape, on parle tous et on comprend tous la même chose.
Ça me Voilà. convient également, donc on procédera comme ça alors. Impeccable, un tout grand merci. Mais bon, voilà, on est de toute façon après disponible pour une plus grande discussion, plus générale, mais pour des éléments d'information ou d'éclaircissement ponctuels, on pensait que ça valait peut-être la peine de réagir plus directement aux questions de l'auditeur. Voilà, Parfait. je passe la Merci. parole à Valentine, très volontiers. Mais merci Philippe, merci, bonjour à tous. Je voulais aussi, vous prévenir, je ne vois pas du tout le chat, donc si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, quand je parle parce que je ne vois que mon PowerPoint, donc n'hésitez pas à m'interrompre et comme, Philippe a très bien présenté, merci beaucoup pour cet accueil et j'espère que vous allez pouvoir comprendre mieux ce que c'est l'inflation, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. On veut vraiment que vous compreniez tout dès le début, parce que sinon, peut-être qu'après, ce sera plus difficile de suivre. Mais vraiment, n'hésitez pas. Donc voilà, je vais d'abord vous faire un agenda de la présentation. Donc tout d'abord, on va voir qu'est-ce que l'inflation, mais aussi comment est-ce qu'on la mesure. On va voir comment l'inflation est arrivée et est aussi élevée pour le moment ici en Belgique et dans les autres pays. Quelles sont les conséquences de l'inflation? Est-ce que c'est quelque chose de positif ou de négatif pour l'économie, pour les ménages, pour les entreprises, etc. Et enfin, on va voir quel est le rôle en fait de la Banque centrale européenne et quelle va être sa politique monétaire pour essayer de limiter cette inflation. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec une définition. Donc, l'inflation, c'est une augmentation générale et durable des prix à la consommation. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que c'est le prix de plusieurs biens qui vont augmenter, et pas seulement un bien, et plus à long terme. Pas seulement une évolution en prix d'un jour, mais de plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Donc, c'est vraiment l'évolution de ces prix de produits, mais de manière plus générale, des biens et des services. Par exemple, si je prends un exemple, en 2000, par exemple, si j'avais 100 €, je pouvais faire 2 pleins. Maintenant, aujourd'hui, avec l'inflation, avec l'augmentation des prix, avec 100 €, je ne peux plus que faire un seul plein. Cela signifie que j'ai perdu du pouvoir d'achat, car avant, je pouvais faire 2 pleins avec 100 € et maintenant, je ne peux plus qu'en faire un. Donc, si mon salaire reste identique, je peux acheter moins et donc j'aurai une perte de pouvoir d'achat. Donc, cela signifie qu'en 2000, un plein valait 50 €, deux pleins 100 €. Donc, c'est comme si aujourd'hui, mon plein à 100 € ne valait plus que 50 €. Et donc, il y a une baisse de la valeur de la monnaie, vu que mes 100 € ne valent plus aujourd'hui que 50 € ou je ne peux plus que faire un demi-plein. Et ce qu'on observe à travers les années, c'est qu'on parle beaucoup de retour de l'inflation pour le moment, mais c'est parce que, oui, maintenant on observe que l'inflation est très élevée. Ici, en 2022, on voit qu'il y a une forte pointe jusqu'à 8,3%, mais on observe qu'on n'avait plus une inflation aussi élevée depuis les années 82 et 75, qui sont dues tous les deux à des chocs pétroliers. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on voit ce taux d'inflation aussi élevé. Si on compare à la crise bancaire et financière, on constate qu'au final, la crise à ce moment-là n'était pas si importante niveau inflation comparé à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Par contre, si on analyse la moyenne de ce taux d'inflation, donc si on regarde en moyenne depuis la création de la zone euro, donc depuis 1999, on constate ici dans la ligne verte que le taux d'inflation moyen est en fait de 1,8%. Cela signifie qu'en moyenne, le taux d'inflation, même s'il y a eu des moments plus élevés, des moments plus bas, en moyenne, ce taux d'inflation reste à 1,8%, ce qui est en lien en fait avec le mandat, l'objectif de la Banque centrale européenne, qui est d'avoir un taux d'inflation qui est stable à plus ou moins 2%. Donc ça signifie que malgré qu'il y ait eu des moments d'inflation plus élevés en Belgique, la moyenne reste l'objectif de la Banque centrale européenne. Mais tout d'abord, comment est-ce qu'on mesure cette inflation? Donc, pour mesurer l'inflation, on va devoir sélectionner certains produits qui seront représentatifs du panier des ménages moyens belges. Donc, cela signifie qu'est-ce qu'un Belge moyen va acheter, va consommer comme biens et services durant le mois. Donc, on prend le belge moyen. C'est vrai qu'il y a une grande hétérogénéité à travers chaque ménage en fonction des revenus,
en fonction de l'âge, en fonction des habitudes, mais on essaye de prendre vraiment le ménage moyen pour pouvoir analyser cette inflation. Et en fonction de ces biens et services qui sont utilisés par le ménage moyen, nous allons analyser lesquels sont plus utilisés que d'autres. Donc, on va les pondérer selon leur poids dans la consommation d'un ménage. Donc, par exemple, un ménage moyen va dépenser plus en électricité, par exemple, qu'en farine par mois. Et donc, on va mettre une pondération plus élevée pour l'électricité que pour la farine. Donc ça, c'est vraiment pour mettre des poids dans chaque bien et service utilisé pour que ce soit attribué de manière de plus représentatif du ménage belge. Donc ici, dans ce graphique, dans ce schéma que vous pouvez voir, ici, c'est les 4 grandes composantes des biens et services que nous pouvons retrouver. Et nous observons que dans le panier moyen belge, c'est 40% du revenu va en général dans les services. Ici, en vert, qu'on peut observer. Donc, 40% du budget va dans les services. Qu'est-ce que sont les services? C'est le loyer, ce sont les assurances, ce sont les restaurants, les cinémas, les coiffeurs, etc. Ensuite, une autre partie importante du revenu va dans les biens industriels non énergétiques, qui sont plutôt les produits l'électroménager, l'habillement, les livres, les jouets, etc. Et enfin, une autre partie importante, mais plus faible, c'est dans les produits alimentaires et dans les produits énergétiques. Donc, une fois qu'on a ce panier des ménages, donc on sait ce qu'un ménage consomme en moyenne, on va analyser les prix pour ces biens et services. On va relever le prix de tous ces biens, et en Belgique, c'est fait par Stadbel, qui est un organisme de statistiques belge, et ils vont retirer les prix dans différents magasins. Donc, par exemple, s'ils veulent analyser le prix d'un livre, ils vont analyser le prix d'un livre dans une librairie, sur Internet, dans le supermarché, pour avoir le prix moyen de ce livre, pour avoir le prix le plus juste possible. Cela peut être fait par différentes manières. Il y a la méthode plus traditionnelle qui a été faite depuis des années, qui continue encore, mais même si ça devient un peu moins utilisé pour le moment, c'est les enquêteurs. Les enquêteurs vont toujours dans les magasins, ils vont relever le prix de chaque bien dans ces magasins. Donc, du coup, ça prend du temps. L'évolution des prix n'est pas toujours à jour. Parce qu'on sait que dans les magasins, maintenant, les prix évoluent très rapidement. Donc, ce n'est pas toujours facile de pouvoir suivre cette évolution. Mais ça existe encore. Mais dû à ces nouvelles technologies qui sont arrivées depuis un peu moins de 10 ans, on utilise aussi des données de scanner. Qu'est-ce que c'est? C'est quand on va au magasin, on a des tickets de caisse, on scanne ce qu'on achète. Et en scannant ce qu'on achète, on a exactement le prix pour un bien ou un service qui est donné. Et donc, on peut savoir exactement que le prix du riz blanc est de autant, le prix du riz brun est de autant, et pouvoir faire une différence de chaque produit et voir directement s'il y a une évolution. S'il y a des promotions, les prix vont baisser, ce sera directement sur ce ticket de caisse. Mais pour vous rassurer, ce sont vraiment des données agrégées, donc personne ne va savoir si vous avez acheté du riz, mais c'est vraiment, on connaît exactement, on connaît juste le prix du riz sans savoir qui a acheté, évidemment. Ensuite, il y a le web scraping qui est aussi le même principe. Là, c'est l'extraction automatique des données sur les pages web. Donc, de plus en plus, il y a des sites internet où on ne peut acheter que sur Internet, même Amazon, certains magasins de vêtements. Et donc, là aussi, on prend les prix sur les sites Internet et on peut voir directement l'évolution des prix pour avoir le prix moyen le plus précis possible. Donc, une fois qu'on a le panier du ménage, le plus représentatif et ses prix, on va pouvoir avoir l'indice des prix à la consommation. Donc, cet indice des prix à la consommation dépend du panier et des prix. En fonction de cet indice de prix à la consommation, on va pouvoir analyser en fait maintenant le cœur du sujet qui est l'inflation. Qu'est-ce que l'inflation? L'inflation, comme j'ai dit, c'est une augmentation générale et durable des prix. Donc, ça signifie qu'il y a eu une augmentation par rapport à l'année précédente. Ça signifie qu'il y aura une inflation si l'indice des prix à la consommation d'aujourd'hui est plus élevé que l'indice des prix à la consommation d'hier. Et donc, c'est vraiment la variation de cet indice des prix à la consommation qui est l'inflation.
À titre plus d'illustration, je vais vous montrer les taux d'inflation qu'on retrouve ici en jaune depuis 2020 jusqu'à mars 2022. Donc ici, si on commence par la gauche du graphique et qu'on suit la ligne jaune qui représente le taux d'inflation et donc la variation de l'indice des prix, on observe que l'inflation était assez faible, qui était en dessous de 2%, qui est même devenu négatif en août 2020, pour au final rester en dessous des 2% jusqu'à mi-2021. À partir de 2021, on observe que cette inflation a fortement augmenté pour atteindre 9,3% au mois de mars 2022. Donc, il y a quand même une grande augmentation par rapport à la période de 2020. Il faut savoir que cette période de 2020 était une période de Covid, de lockdown, et donc l'activité économique s'est vraiment réduite. Les coûts du mazout ont aussi fortement chuté. Et cela peut se retrouver en fait ici en bleu foncé. Les bâtonnets que vous retrouvez ici, ce sont les différentes composantes dont je vous ai expliqué précédemment. Nous avons les produits énergétiques, les produits alimentaires, les biens industriels non énergétiques et les services. Donc, ce sont nos composantes. Et ces composantes vont en fait contribuer à faire de l'inflation. Et donc, on constate ici qu'en 2020, la contribution des produits énergétiques était négative. On voit qu'elle est en dessous de la ligne des zéros. C'était négative, ce qui a fait fortement baisser l'inflation due au prix faible des produits énergétiques et du mazout essentiellement. Comparé à ici en 2021, où on voit qu'il y a une forte augmentation après la reprise économique. En fait, il y a une forte augmentation des produits énergétiques qui ont augmenté jusqu'à faire plus de la moitié, donc qui ont contribué à plus de la moitié de l'inflation qu'on connaît aujourd'hui, sont donc dus à cette augmentation des produits énergétiques. Et si on fait un focus plus précisément sur ces prix de l'énergie, on observe qu'à partir de mi-2021, le prix du gaz a fortement augmenté. On observe la même chose pour le prix de l'électricité et pour le prix du pétrole. Ce qu'on observe aussi pour le prix du pétrole, c'est ce que je vous ai expliqué précédemment, c'est que durant la crise du Covid, en 2020, les prix du mazout avaient fortement diminué. Et c'est ce qui se retrouve ici, ce qui a fait baisser l'inflation à ce moment-là, pendant la crise du Covid. Alors que maintenant, de nouveau, on voit une forte augmentation de ces prix du pétrole. Donc ici, je vous ai parlé de l'indice des prix à la consommation, mais je vais vous parler aussi de l'indice santé. Vous avez probablement entendu parler de cet indice santé, vu que c'est sur celui-là qu'on se base pour faire l'indexation. L'indexation, j'en reviendrai plus tard. Mais l'indice santé se base sur l'indice des prix à la consommation, donc le panier des biens et services avec leur prix, mais on ne tient pas en compte de tous les produits. Dans celui-là, on ne tient pas compte du tabac, des boissons alcoolisées, de l'essence et du diesel. Mais au final, on remarque que la tendance est identique. Elle était assez stable et assez faible, en dessous de 2% en 2020, et qui a fortement augmenté ici en 2022. Donc, ici, c'était pour la première partie, vraiment de comprendre ce qu'était l'inflation, comprendre comment c'était mesuré. Donc, si vous avez déjà des questions à ce moment-ci, n'hésitez pas, ça va vous permettre peut-être d'encore mieux comprendre après. Si je peux réexpliquer quelque chose, n'hésitez pas à poser déjà des questions maintenant. Pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas de questions et moi, en Pas tout de cas, ça me questions. semblait très clair. Tant mieux. Je continue alors? Oui, je vous en prie. Alors, le prochain slide va paraître peut-être un peu théorique, je vous préviens, mais c'est pour essayer de bien comprendre les causes. Après, ce sera plus aussi théorique, mais comme ça, vous êtes prévenus directement. Donc, une des causes de l'inflation, et cette inflation élevée principalement maintenant en 2021-2022, est due à l'effet de l'offre et de la demande. Donc, qu'est-ce que c'est l'offre et la demande? C'est un modèle qui est assez connu en économie. Vous avez peut-être déjà entendu parler, vous l'avez peut-être vu à l'école, peut-être que vous vous en souvenez, peut-être pas, mais donc je vais essayer d'être le plus clair possible ici. Donc, ce qu'on observe ici dans ce modèle d'offre et de la demande, c'est que, on va regarder d'abord le schéma, c'est qu'on a un axe qui est vertical qui analyse les prix. Et on a un axe horizontal qui analyse les quantités. Donc, ce sera les quantités vendues et les prix
auxquels on achète, ou les quantités achetées, les quantités vendues. Donc, dans le marché, on a des gens, des ménages qui veulent acheter, qui ont un besoin. Ce sont les consommateurs. Ils vont vouloir acheter un produit. Et pour acheter un produit, ils seront prêts à... Donc, ils vont acheter un produit. Pour acheter un produit, il faut qu'il y ait un producteur. Le producteur, il va vouloir offrir et remplir ce besoin à condition qu'il puisse avoir un certain prix et une certaine quantité. Donc, si on regarde l'offre ici, le producteur, si on regarde sa courbe, donc la courbe qui monte vers la droite, on observe que sur cette ligne-là, si on se trouve, je ne sais pas si vous voyez ma souris, si vous pouvez la suivre ou pas. J'espère que vous pouvez la suivre. Si, oui, on la voit. OK. Donc, si je suis un producteur et que je suis en bas de la courbe, si je vends à un prix qui est faible, parce qu'au plus on monte dans la courbe, au plus le prix sera élevé. Si je vends un coût faible et une quantité qui est faible, ça ne va pas intéresser le producteur forcément. Alors que si on se retrouve en haut de la courbe, si je peux vendre un prix élevé pour une quantité élevée, forcément le producteur aura plus envie de vendre. Donc au plus il va pouvoir vendre et au plus il va pouvoir faire payer sa chair, au plus le producteur aura envie de faire vendre son produit. Si on regarde pour le consommateur qui demande un service, qui demande des biens, on va avoir l'effet inverse. Le consommateur va être prêt pour un produit qui coûte cher, il va être prêt à en acheter une plus petite quantité. Alors que si le prix, si on descend, il coûte moins cher, il va être prêt à en acheter une plus grande quantité. On peut prendre l'exemple, par exemple, des montres. Si on prend Rolex, Rolex va se trouver plutôt en haut de la courbe, il va avoir un prix très élevé, mais ils vont vendre une plus petite quantité. Alors que si on prend iSwatch, qui va être dans un prix plus faible, il va pouvoir le vendre à une plus grande quantité. Et donc ici, dans ce modèle économique, on a le producteur et le consommateur, et il faut qu'ils trouvent un accord où ils vont avoir un prix d'équilibre. Et c'est lorsque les deux courbes se croisent, on va avoir un certain prix pour une certaine quantité. Ça veut dire que le producteur a la volonté de produire une certaine quantité à un certain prix, mais que le consommateur est aussi d'accord de l'acheter certaines quantités à ce certain prix. Le problème pour l'inflation, c'est lorsqu'il y a une inflation par la demande et par le consommateur. Donc ça signifie que le consommateur a envie d'acheter plus. Il a envie de dépenser plus, il a envie d'avoir plus de biens et services. Et donc, s'il augmente sa demande, si le consommateur veut avoir plus de produits, la courbe va se déplacer ici vers la droite. Et en se déplaçant vers la droite, on va trouver un nouveau prix qui est plus élevé que l'ancien prix et une nouvelle quantité qui est aussi plus élevée. Donc au final, on observe qu'il y a une augmentation des prix, donc une inflation, parce que les gens étaient prêts à payer plus pour avoir plus et étaient prêts à avoir une plus grande quantité pour avoir ce bien. Et donc cela a créé de l'inflation naturellement sur le marché. Ensuite, on peut avoir une inflation par l'offre. Donc ici, on a le même principe, on retrouve exactement le même schéma. Donc on a un prix et une quantité. Sauf que ici, le problème, c'est, par exemple, il peut y avoir des pénuries de main-d'œuvre. Il peut y avoir des pénuries de matières premières. Et donc, ça va coûter plus cher au producteur. Et si ça coûte plus cher au producteur, il va vouloir diminuer sa production, étant donné que ça lui coûte plus cher. En diminuant sa production, la courbe va se déplacer ici vers la gauche et on va avoir un nouveau prix et une nouvelle quantité. Le prix est à nouveau plus élevé que le prix précédent. Par contre, la quantité, elle, a diminué. Cela a provoqué de nouveau une inflation par l'offre et par le producteur. Donc, je sais que c'est très théorique. Je vais essayer de vous montrer un exemple juste après, justement, l'exemple de la crise du Covid. Qu'est-ce qui s'est réellement passé de manière... vous expliquer concrètement ce qui s'est passé, mais comme ça, c'est bien clair niveau schéma. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire. Je vais expliquer avec l'exemple, mais n'hésitez pas, je peux revenir dessus sans problème. Donc, pendant la crise du Covid, on a eu deux inflations. On a eu l'inflation par la demande et l'inflation par l'offre. Donc, pendant le confinement, on pouvait moins dépenser. Donc, en dépensant moins, beaucoup de personnes ont fait des économies, ont eu de l'épargne. Et après le confinement, beaucoup de personnes ont voulu dépenser cet argent
et dépenser l'argent qu'ils ont actuellement et dépenser l'argent qu'ils ont en plus épargné. Et donc, il y a une inflation par la demande où les gens étaient prêts à payer plus, étaient prêts à avoir plus de biens. Et donc, l'inflation par la demande, si je reviens sur mon schéma précédent, on observe que, à gauche, on observe que le prix, vu que la demande a augmenté, le prix a augmenté et la quantité a augmenté. Ensuite, il y a aussi une inflation par l'offre. Après le confinement, les entreprises voulaient absorber leurs pertes et donc ils ont pu augmenter leur prix sans perdre de clients, vu que les clients étaient prêts à payer ce prix. Ils voulaient aller au restaurant, ils voulaient aller faire les magasins et donc ils étaient prêts à payer ce prix. Et donc, c'est vrai que les entreprises ont pu limiter leurs pertes grâce à cette augmentation des prix. Mais pendant la crise du Covid, il y a aussi eu des problèmes de pénurie, il y a eu des hausses de matières premières, il y a eu des hausses de prix de production, les salaires qui ont augmenté, l'énergie qui a augmenté après. Il y a eu aussi certains problèmes d'approvisionnement et de livraison. Tout ça a fait que l'offre a été diminuée. Et si je reviens sur mon schéma, si l'offre diminue, le prix augmente ici à droite. Donc au final, on a eu l'effet de l'augmentation de la demande, l'augmentation de l'offre, ce qui fait que le prix a fortement augmenté dû à l'offre et la demande des biens et des services. Est-ce que, je vais revenir dessus, est-ce que c'est bien clair? Il n'y a pas de questions là-dessus? Non, toujours pas de questions. Toujours pas de C'est questions? très Bah, c'est clair. que c'est clair, tant mieux. Oui, on me signale que c'est très clair. Ah, parfait. Je continue. Il y a eu un autre problème aussi qui a créé cette inflation qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'effet de base. Donc, comme je vous ai mentionné, l'inflation est une variation des prix à la consommation, donc une variation d'hier. Donc, si le prix d'hier était bas et que le prix d'aujourd'hui est plus élevé, il va y avoir une variation qui fait qu'il y aura de l'inflation. Donc, si l'inflation est élevée aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il a été faible hier. Et c'est ce qu'on a vu pendant la crise du Covid. On a vu que l'inflation était assez bas. On a vu qu'elle était même négative ici en 2020. Alors, et ça était dû au prix de l'énergie qui était très bas. Et maintenant, les prix de l'énergie ont augmenté, ils sont revenus à la normale et puis ils ont même augmenté encore plus fort. Et donc, c'est simplement l'effet de base où les prix étaient très bas et sont simplement revenus à la normale pour après encore augmenter. Et donc, c'est aussi un effet qui existe assez souvent dans l'inflation. Lorsqu'à un moment ça diminue, forcément après ça va augmenter et après ça va rediminuer. Donc ça, c'est l'effet de base qu'il y a eu aussi après cette crise avec l'inflation très basse. Je peux prendre aussi l'exemple de la guerre en Ukraine. Quand je prends l'exemple de la guerre en Ukraine, il y a eu l'inflation aussi par l'offre. Parce qu'ici, on a eu un problème des produits importés. Il y a eu une hausse des prix de ces biens. Il y a aussi une diminution de la quantité de ces biens. Et donc, cela a fait donc, du coup, augmenter les prix des produits agricoles comme le blé, le soja, les tournesols, etc. Mais aussi le prix du gaz, du pétrole et de certains métaux. Et vu que l'offre, les prix importés ont augmenté, ça a coûté plus cher, ça coûte même plus cher aux entreprises, aux ménages. Et donc, ici, il y a une réduction de l'offre, une réduction de la production qui fait que l'inflation est encore plus élevée aujourd'hui qu'elle ne l'était après la crise du Covid. Donc ici, c'était pour les causes. S'il n'y a toujours pas de questions, je propose de continuer sur les conséquences. Non, toujours pas de questions. S'il y en a, Toujours je pas le de questions. signale. C'est gentil, merci beaucoup. Donc je vais continuer sur les conséquences de l'inflation. Donc l'inflation a plusieurs conséquences. Il y en a des positives, des négatives. Une première ici plus négative, c'est qu'elle contribue à augmenter les inégalités. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on prenait le panier des ménages. Ce panier des ménages est un panier des ménages qui est moyen. Cependant, il diffère selon les revenus, selon l'âge, etc. Et donc ici, on a voulu se focaliser en fonction des revenus des personnes. Car en effet, par exemple, des personnes qui ont un salaire plus élevé
vont payer des factures d'électricité qui vont être peut-être plus d'électricité, de gaz, d'énergie en général, qui vont être plus élevées peut-être que des personnes qui ont un salaire plus faible. Mais quand on va comparer par rapport à leurs revenus, au final, le coût de l'énergie ne représente que 4% pour les personnes les plus riches. Dans notre graphique ici, à titre d'information, mais je vais revenir dessus, les personnes les plus riches, c'est la dernière colonne, ce sont les 25% qui ont le revenu le plus élevé. Dans le sens inverse, ce sont les 25% qui ont le revenu les plus faibles, et puis on se trouve entre les 25 et 50%, et 50 et 75%. Donc ça, c'est pour être plus clair, quand je parle de plus riches ou moins riches, ce sont les 25% les plus riches avec le salaire le plus élevé et 25% avec les salaires les moins élevés. Par contre, donc, la contribution de l'énergie dans le panier des ménages qui ont un salaire plus élevé est de 4%. Mais si on regarde pour les ménages qui ont un salaire moins élevé, donc ils vont peut-être payer une facture d'énergie qui sera plus faible que des personnes avec un salaire plus élevé, mais proportionnellement à leur salaire, le coût de l'énergie sera en fait plus élevé proportionnellement à leur salaire. Et eux, en fait, l'énergie compte pour 6,5%. Donc le coût de l'énergie coûte, le ménage avec un salaire plus faible dépense 6,5% en énergie, alors que pour les salaires moins faibles, plus élevés, là c'est 4%. Cependant, on a vu que les coûts de l'énergie avaient fortement augmenté. Et donc, les personnes qui vont être les plus impactées, ce sont ceux qui ont une pondération plus élevée dans leur ménage. Et donc, c'est ce qu'on observe dans notre graphique ici. Donc, tout d'abord, à gauche, nous avons le taux d'inflation total, c'est la moyenne de janvier-février. Donc, nous avons 8%. Si nous partons vers la droite, les personnes qui ont un salaire le plus élevé, on observe qu'au final, le taux d'inflation perçu pour les personnes avec un salaire plus élevé est de 7,8%, ce qui est plus faible que la moyenne et qui est plus faible, au plus on descend dans les revenus, au plus il y a une augmentation de l'inflation perçue. Donc du coup, une diminution de leur pouvoir d'achat. Par contre, ici, dans les deux premières, après la colonne totale, on analyse pour les personnes qui ont les 25% des revenus les plus faibles. Mais il faut savoir que 80% de ces personnes-là ont bénéficié d'un tarif social. Ce tarif social a permis de diminuer de protéger le pouvoir d'achat et de diminuer cette hausse de l'inflation. Donc, toutes les personnes qui ont un revenu, donc dans les 25% les revenus les plus faibles, il y a 80% qui bénéficient du tarif social. Et ici, on voit vraiment qu'il y a eu un impact très important qui a pu protéger leur pouvoir d'achat. Le taux d'intérêt ressenti pour eux n'est plus que de 5,8%. Alors que si on regarde les 20% restants des 25% des revenus les moins élevés, on remarque que pour eux, par contre, l'inflation ressentie est beaucoup plus élevée, ce qui a un impact très important sur leur pouvoir d'achat. Donc, ça crée des inégalités, vu qu'on constate que les personnes avec des revenus les plus élevés perçoivent en fait une inflation plus faible, et ceux avec les revenus les plus faibles ont une inflation plus élevée, à l'exception de ceux qui bénéficient du tarif social. Ensuite, un sujet qui pourrait peut-être, qui vous concerne aussi peut-être un peu plus, c'est que l'inflation permet d'alléger le fardeau de la dette des ménages, des entreprises, mais aussi de l'État. Donc, lorsqu'il y a de l'inflation, c'est positif pour les personnes endettées, en fait. Donc, si je prends l'exemple, j'ai un salaire de 2 000 € il y a 10 ans, en 2012, mais grâce à l'indexation, mon salaire maintenant vaut 2 390 €, par exemple. Donc, j'ai une augmentation de mon salaire de presque 400 €. Mais par contre, lorsque j'ai contracté, si par exemple j'ai contracté un emprunt et donc je suis endettée, un emprunt où par exemple j'ai une mensualité de 600 €, ma mensualité va rester constante. Donc, au début, ma mensualité valait 30%, 30% de mon salaire. Donc, 30% de 2 000 € valait 600 €. Mais par contre, au fil du temps, mon salaire a augmenté, mais ma mensualité est restée identique. Donc, grâce à cela, la proportion maintenant de mes 600 € par rapport à mes 2 400 € ne valent plus que 25%. Et donc, ça a baissé
ça permet d'aller excusez-moi, mon pouvoir d'achat, du coup, augmente ici parce que j'ai un salaire plus élevé, mais je paye la même chose. Et donc, le poids de l'emprunt est plus faible après 10 ans grâce à l'inflation. Donc ici, c'est vraiment un point positif de l'inflation, c'est pour les endettés. Par contre, si on regarde l'inverse, l'opposé, donc pour les épargnants, si par exemple j'ai épargné, j'ai investi 10 000 € sur un compte, à un taux fixe de 1%. Après 10 ans, je devrais avoir presque 11 000 €. Donc, j'aurais gagné 1 000 €. Donc ça, c'est si j'ai un taux fixe sur 10 ans et qu'il n'y a pas d'inflation. Et j'ai pris 1% parce qu'on sait que pour le moment, les taux d'intérêt sont assez faibles et donc j'ai voulu que ce soit assez représentatif. Mais par contre, ça c'est s'il n'y a pas d'inflation. Si le taux d'inflation est plus élevé que mon taux d'intérêt, alors là, mon inflation va pouvoir ronger mon patrimoine. Donc, je prends l'exemple ici. Ça, c'est s'il y a de l'inflation, mais 10 000 € investis, même si j'ai un taux d'intérêt qui est de 1%, au final, l'inflation aura rongé ce patrimoine et j'aurais, au lieu de gagner 1 000 €, j'en aurais perdu 500 en 10 ans. Et donc, j'aurais peut-être mieux fait de dépenser cet argent avant, car maintenant qu'il est sur un compte, il a perdu de la valeur. Donc ça, c'est les deux côtés. Pour les endettés, ça permet de diminuer leurs dettes. Pour les épargnants, ça réduit leur épargne. Voilà. Donc, pour limiter ce pouvoir d'achat, en Belgique, il y a aussi l'indexation. L'indexation dont vous en avez probablement déjà entendu parler, l'indexation des salaires, l'indexation des allocations sociales, des loyers, etc., qui permettent vraiment donc, de limiter la perte du pouvoir d'achat. Mais est-ce que vous savez réellement comment cette indexation est faite? J'imagine aujourd'hui, je vais être là pour vous expliquer cela. Donc, l'indexation se base sur l'indice santé dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'IC. C'est un nouveau terme. Donc, l'indice santé, pour rappel, c'est l'indice des prix à la consommation auquel on a retiré les prix du tabac et de la cigarette et de l'essence et du diesel. Sinon, c'est le même que l'indice des prix à la consommation. Et l'IC, parce qu'en fait, on prend la moyenne des 4 derniers mois de cet indice. Donc, en prenant la moyenne des 4 derniers mois, ça nous permet d'éviter de trop hautes variations. Si par exemple, il y a eu une forte variation en un mois, mais qu'après, c'est assez calme, c'est pour limiter les coûts supplémentaires des entreprises, d'augmenter le salaire directement, alors qu'au final, l'augmentation des prix n'était que temporaire. Et donc, ça nous permet, l'indice santé lissé nous permet d'avoir ce taux, cette variation de l'indice santé de manière plus stable. Donc ça, c'est celle qu'on retrouve en bleu. Ensuite, ce qu'on retrouve en gris, c'est l'indice pivot. Cet indice pivot, elle est, à chaque fois, elle augmente de 2%, si vous pouvez le constater ici. Elle augmente de 2% par rapport à l'indice précédent qui a été franchi. Donc, à chaque fois que l'indice santé lissé, la variation de l'indice santé lissé dépasse ou atteint cet indice pivot, ici, on voit chaque croisement, il y aura l'indexation. Et ça veut dire qu'à chaque fois que l'inflation a été supérieure à 2% et qui a du coup dépassé cet indice pivot, il va avoir cette indexation. On observe en 2017 qu'il y en avait une, aussi en 2018, il n'y en a pas eu en 2019, il y en a eu une début janvier 2020. Et par contre, ici, les dernières années, les derniers mois même, on observe qu'il y a eu une forte augmentation de l'indice santé, comme on a pu voir de l'inflation. Et celui-ci, à chaque fois, atteint cet indice pivot à 4 reprises, en août 2021, en décembre 2021, en février 2021, en février 2022 et en avril 2022. Donc ici, à chaque fois que l'indice santé a augmenté et a dépassé cet indice pivot, on a eu le nouveau pivot et c'est à ce moment-là que l'indexation prend forme. Mais l'indexation, il faut savoir qu'en Belgique, c'est un des rares pays de la zone euro à être automatique. Donc, à chaque fois qu'on franchit ce cap, il y a l'indexation, contrairement aux pays voisins. Et donc, l'indexation, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'employeur nous paye un salaire plus élevé. Mais du coup, c'est l'employeur qui paye ce coût et
qui pèsent en fait sur le coût de ces entreprises. Donc, si on regarde en 2022, où on voit qu'il y a deux sauts d'indexation, deux indexations, on observe ici que le coût des ménages, le coût des entreprises va augmenter de 4,5%. Ici, c'est en 2022 en Belgique. Alors que dans les pays voisins qui sont la France, les Pays-Bas et l'Allemagne, on observe que les coûts sont inférieurs à 2%. Et si on regarde la décomposition de l'augmentation des coûts pour les entreprises de 4,5%, en plus foncé, on observe que c'est dû à l'indexation. Donc cette indexation qui permet de limiter la perte du pouvoir d'achat pour les ménages a en fait un coût très, très, très important pour les entreprises, surtout si on compare par rapport à leurs pays voisins, où là, il y a certains problèmes de compétitivité qui peuvent leur limiter et leur réduire leurs réserves. Ils vont leur empêcher peut-être de faire des investissements, leur faire certains licenciements, peut-être certaines faillites. Et donc, tout cela peut avoir un impact très négatif pour la Belgique, surtout comparé aux pays voisins. Cependant, on s'attend à ce que dans les années suivantes, ces pays-là négocient leur salaire pour avoir cette indexation. Donc, à plus long terme, on s'attend, ce sont vraiment des prévisions, donc on s'attend à ce qu'ils augmentent leur salaire. Et donc, à ce moment-là, vers 2024, on s'attend à ce que les pays voisins aient un coût supérieur par rapport au coût en Belgique. Mais il faut rester très prudent parce que ce qui se passe en 2024, entre-temps, en Belgique, on aura peut-être fait certaines faillites, certains licenciements, etc. Donc, à court terme, c'est un très gros poids pour les entreprises afin de limiter le pouvoir d'achat, la perte du pouvoir d'achat des ménages. Donc ici, on a montré que c'était surtout les entreprises qui portaient ce coût de l'inflation pour limiter le pouvoir d'achat, mais il y a eu aussi d'autres mesures qui ont été prises pour le gouvernement, pour eux aussi supporter un peu ce coût et aussi un peu limiter, de refranchir une nouvelle indexation et de nouveau, du coup, une augmentation encore plus élevée pour les entreprises. Le gouvernement a pris des mesures telles que la baisse de la TVA sur l'électricité et le gaz, des remises sur les factures de mazout, par exemple, et la réduction de l'accise sur l'essence et le diesel. Et donc, ici, on vous montre un graphe avec nos prévisions. Donc, en vert, ce sont les observations que nous avons eues. Donc, c'est l'inflation, le taux d'inflation qu'on vous montre depuis le début, qui a augmenté ici. Et ensuite, en bleu, ce sont les prévisions qu'on a faites le 21 mars, en analysant s'il n'y avait pas eu les mesures, comment aurait été l'inflation. Donc, en bleu foncé, c'est avec les mesures de l'inflation. Enfin, en bleu continu, c'est avec les mesures. Et en bleu pointillé, c'est sans les mesures. Donc, comment est-ce qu'on observe ce graphique-ci? Par exemple, si on prend à peu près mi-2022, on observe ici sur le point que le taux d'inflation est de 8% avec les mesures prises, alors que si les mesures n'avaient pas été prises, c'était quasiment à 10%. Donc, les mesures qui ont été prises par le gouvernement ont vraiment permis de réduire cette inflation qui est subie et donc pouvoir un peu préserver le pouvoir d'achat de ces ménages. Après, on remarque qu'il y a une certaine convergence entre les mesures prises ou non. Mais par contre, ici, on observe de nouveau une différence. Ceci est dû au fait que la TVA est baissée à 6%, il y a des réductions sur l'accise, mais il y a un moment où l'État va devoir remettre sa TVA à 21%, va devoir arrêter ces réductions, arrêter de donner des chèques. Et donc, on revient à l'effet de base, on remonte les prix naturellement parce qu'ils doivent revenir à la normale. Et donc, cela se revoit ici où il y a l'inflation à un peu plus long terme sera plus élevée avec les mesures qui ont été prises que si les mesures n'avaient pas été prises pour au final converger. Et donc ça, ce sont vraiment des prévisions. Donc, ce sont des prévisions qu'on a faites sur les informations qu'on avait ce jour-là. On n'a pas pu prévoir la crise du Covid, on n'a pas pu prévoir la guerre en Ukraine, donc on est dépendant de tout ce qui est externe pour faire des prévisions. Mais là, avec les informations que nous avons actuellement, c'est ce qu'on prévoit dans les années à venir.
Donc, j'arrive bientôt à la fin. Donc, si jamais il y a des questions, je suis ouverte. Sinon, je continue. Je pense qu'il n'y a plus qu'un slide de toute façon. Toujours pas de questions pour le Toujours pas moment. de questions, super, merci. Donc, pour finir, donc on a vu que l'inflation avait certains bons côtés, certains plus mauvais côtés, du point de vue économique. Mais du coup, on veut voir quel est le rôle de la Banque centrale européenne et sa politique monétaire pour essayer de stabiliser cette inflation. Et donc, la Banque centrale européenne a pour mandat de maintenir la stabilité des prix dans la zone euro en veillant à ce que l'inflation reste faible, stable et prévisible à un taux de 2% à moyen terme. Donc ce taux, c'est une moyenne de tous les pays de la zone euro et le but, c'est qu'il y ait une inflation très légère, mais qui continue et surtout pas avoir une inflation négative. Et pour ce faire, il y a la politique monétaire qui peut soit réduire, soit augmenter l'inflation. Et pour ce faire, il y a différents leviers. Tout d'abord, elle peut augmenter ses taux d'intérêt, ses taux directeurs. Il faut savoir que c'est pas ciblé, quand la Banque centrale européenne prend des décisions, c'est pas ciblé à un pays, c'est ciblé à la zone euro en général. Donc, si elle décide d'augmenter ses taux d'intérêt, ces taux directeurs, cela aura quoi comme impact? Ce sera que maintenant, emprunter de l'argent va nous coûter plus cher, vu que je vais payer plus cher mon intérêt, et donc ça va freiner le crédit. En freinant le crédit, il y aura moins de monnaie en circulation. Et c'est cette monnaie qui circule, qui fait que l'inflation augmente. C'est la demande. Plus il y a de monnaie, au plus on va pouvoir la dépenser. Et donc, le but, c'est de freiner ce crédit, de freiner la monnaie qui circule et donc réduire la masse monétaire. Donc ça, c'est un levier. Le deuxième est de réduire la masse monétaire, on va dire, directement. Ici, c'est un peu plus compliqué, mais je ne vais pas rentrer totalement dans les détails, mais c'est lorsque l'État, par exemple, va vendre des titres afin de recevoir l'argent des ménages. Donc, si les ménages investissent dans ces titres, il y aura moins d'argent en circulation de nouveau, ce qui va freiner et réduire la circulation de la monnaie. Mais il faut savoir que dans cette période, pour le moment assez difficile et forte en inflation, le problème vient principalement maintenant de l'offre et de l'offre importée. Donc, augmenter les taux d'intérêt n'aurait pas vraiment d'impact, à part de freiner la consommation, mais ce n'est pas ça qui va faire baisser l'inflation, vu que l'inflation n'est pas due à la consommation extrême. Maintenant, c'est principalement dû aux problèmes qu'on trouve en Russie et en Ukraine, où les prix importés ont fortement augmenté. Et donc, c'est ça qui devient difficile à ce moment-ci, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur on n'a pas vraiment de contrôle sur cette politique monétaire à suivre. Alors que si ça avait été une politique plus de demande, une inflation de demande, ça aurait été plus facile de freiner les crédits. Et encore plus facile, tout est relatif. Donc voilà, c'en est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que c'était clair. Je suis là pour répondre à vos questions vraiment sans problème, pour représenter certaines choses, certains concepts ou aller plus loin dans la discussion. Voilà. Merci Valentine. C'était effectivement, pour ma part, j'ai trouvé ça très clair et très instructif pour mieux comprendre ces notions. Je ne sais pas si Monsieur Delay, est-ce que vous souhaitez ajouter un mot par rapport à ce que Non, non, Valentine a présenté? je ne pense pas. J'espère effectivement que les messages qui sont passés ont été bien compris, mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions, on y répondra très volontiers. On est là à votre disposition, Valentine et moi. Alors, pour l'instant, dans la conversation, je ne vois pas de questions. On signale simplement que c'était très clair. Donc, je pense qu'effectivement, tout le monde avait besoin d'un petit point sur ces notions qui sont parfois un peu théoriques. Alors, Marie-Françoise Felon nous dit que ça permet en effet de mieux comprendre malgré la complexité du sujet. Donc, voilà. Est-ce qu'on a Euh, répondu à toutes vos questions aussi? Peut-être que vous avez d'autres attentes, vous voulez en savoir plus. Mais je vois Euh, justement que Charlotte Marlet nous demande si vous pouvez réexpliquer la notion d'indice santé et d'indice pivot. Ah, je vais revenir au graphique. Ce sera plus facile. C'était ce graphe-ci alors.
Donc, l'indice santé, je me base sur l'indice des prix à la consommation. Donc, l'indice des prix à la consommation, c'est le panier des ménages belges moyens et le prix. Et on ne prend pas tous les produits et services dans l'indice santé, on enlève l'essence, le diesel, le tabac, enfin, les cigarettes et l'alcool. Donc ça, c'est l'indice santé. Et ici, on a l'indice santé lycée. Donc on prend la moyenne des 4 derniers mois afin de limiter les variations qui peuvent être que temporaires. Donc ici, on retrouve en bleu cet indice santé lycée. Et pour avoir cette indexation, il y a l'indice pivot. Donc l'indice pivot, il part du point qui a été franchi la dernière fois. Donc on ne voit pas ici ceux qui ont été franchis avant 2017, mais le point qui a été franchi ici, auquel on rajoute 2%, parce que c'est la règle et aussi l'objectif de la Banque centrale européenne, c'est de garder les 2%. Et donc on a fixé cet indice c'est la Banque centrale européenne a fixé cet indice à 2%, cette augmentation à 2%. Et donc, à chaque fois qu'on franchit cet indice, il y a une augmentation de 2%. On est à la ligne de l'indice pivot supérieur. Et donc, à chaque fois que la variation de l'indice santé atteint cet indice pivot, qui est à chaque fois 2% supplémentaire, il y a du coup l'indexation ici en jaune. Et lorsque l'indice santé, la variation de l'indice santé est plus faible, il y a moins d'indexation, mais au plus la variation ici augmente, au plus on va passer les caps rapidement et au plus vite il y aura l'indexation. Je ne sais pas, j'espère que c'est plus clair. Je peux peut-être juste compléter. Peut-être ce qui est un peu plus complexe à comprendre, c'est qu'on a beaucoup parlé de taux d'inflation. Et le taux d'inflation, comme Valentine l'a clairement dit, c'est la variation de l'indice des prix. Ici, on est revenu à l'indice des prix, donc à la valeur de référence qui va permettre de calculer l'inflation. Donc on part sur cet indice qui montre, on a une base. Je ne sais pas si vous êtes familier de ces concepts d'indices, mais donc on a toujours une base 100 quelque part. On prend une année de référence et on fixe les prix de cette année comme étant la référence. On dit alors on est à la base 100. À partir de cette base, on va additionner, enfin c'est cumulatif, donc multiplier l'évolution des prix qui ont été enregistrés par StatBel selon la manière dont Valentine vous a expliqué. Et donc, on va cumuler et ce cumul va permettre à l'indice d'évoluer dans le temps en fonction de l'évolution de ces prix. Donc, ce que vous voyez sur le graphique ici, la ligne bleue qui augmente toujours, c'est simplement l'addition, mois après mois, année après année, de ces variations du panier de prix relevé par StatBel, pondéré sur base de la répartition dans le panier des ménages de chacun de ces prix et services, qui fait qu'on est passé de 100 à un moment donné à 101, 102, 103, 104%, qui représente l'évolution cumulée de l'inflation par rapport à une année de base, à une période de référence. Et donc, cette courbe bleue ici montre cette évolution continue du prix du panier représentatif de la consommation moyenne. Sauf que, comme Valentine l'a expliqué, on a retiré de ce panier 3 catégories de produits. Et alors, je dirais de manière un petit peu commerciale ou marketing, on a appelé ça indice santé parce que c'est vendeur, on a tous envie d'être en bonne santé. On a retiré les produits qui étaient nuisibles pour la santé, très clairement l'alcool, le tabac, et des produits qui étaient nuisibles pour le portefeuille des ménages, mais surtout aussi pour la manière dont les pouvoirs publics peuvent gérer leur politique fiscale, parafiscale. On sait très bien que sur l'alcool, sur les tabacs, sur les produits pétroliers, il y a des accises, il y a des taxes qui sont régulièrement utilisées par les pouvoirs publics pour décourager la consommation de certains produits, l'alcool, le tabac. On sait que c'est une politique de santé publique. Pour le prix du pétrole, là, clairement, l'idée, c'est que, comme Valentine l'a expliqué,
on n'a pas de maîtrise sur le prix du pétrole. On sait qu'il y a eu les chocs pétroliers des années 70, on le voit encore maintenant, c'est un prix global qui évolue et les pouvoirs publics peuvent difficilement intervenir sur ce prix, si ce n'est par des mesures ponctuelles, on baisse la TVA, on accorde une réduction d'accise, etc. Et donc, pour éviter que la gestion par les pouvoirs publics de cette politique de santé ou d'atténuation de chocs d'offres venant de l'extérieur, on a retiré ces produits de l'indice des prix. Et donc, c'est la référence pour l'indexation des salaires, des allocations sociales, des loyers, comme Valentine le précisait. Alors, ce qui est indiqué ici, avec ce franchissement d'indice pivot, donc les pivots, c'est chaque fois 2%, hein, elle l'a dit, dans le cas présent, mais c'est le plus représentatif, c'est celui qui est utilisé par exemple dans la fonction publique, mais aussi en grande partie dans le secteur privé. Ce n'est pas le seul. La référence pour l'indexation, c'est toujours l'indice santé lycée, donc la courbe bleue reste toujours la référence, mais il n'y a pas que l'indice pivot qui est utilisé pour servir de base pour ces indexations. Il y a des régimes où l'indexation a lieu à moment fixe, par exemple le 1er janvier. Systématiquement, on va indexer les salaires dans certains secteurs une fois par an. Le 1er janvier, on mesure l'évolution de cet indice santé par rapport à janvier de l'année précédente, et en une fois, on a cette hausse du salaire. C'est parfois tous les trimestres, ça peut être des indices de 1%, donc il y a quand même une variété un peu plus grande. Ici, le 2%, c'est un petit peu effectivement un franchissement qui était supposé refléter la hausse moyenne attendue des prix au cours d'une année. Donc l'idée étant que c'est aussi pour cela, comme Valentine l'a répété, que ce 2%, c'est aussi, vous le retrouvez dans la stratégie de la Banque centrale européenne. Donc ce pivot de 2% ne tombe pas du ciel, n'est pas imposé, c'est vraiment pour le secteur public, c'est le fruit d'une négociation, d'une décision des pouvoirs publics. Et dans le secteur privé, c'est le fruit de la négociation entre partenaires sociaux qui optent pour l'un ou l'autre système. Voilà, peut-être juste des petites Merci. précisions que je voulais apporter. Merci. Alors, J'ai vu j'ai passer une encore... question, mais je n'ai pas Oui, eu le temps alors j'ai de la encore une saisir question parce que je parlais. effectivement d'Anne Philly qui nous demande, enfin qui vous demande, pourquoi la BCE n'a toujours pas augmenté ses taux alors que le taux d'inflation a largement dépassé les 2% dans la zone euro. Oui, Vas-y. c'est une bonne question. Bon, comme Valentine l'a expliqué, l'objectif, c'est d'obtenir sur le moyen terme une inflation qui soit de l'ordre de 2%. C'est un peu plus, un peu moins. Donc, la BCE ne vise pas. Peut-être que tu peux revenir sur le tout premier graphique, Valentine, où on montrait l'évolution vraiment sur une longue période de l'inflation. On va reculer, ça va. On va y arriver, voilà. Voilà. Donc, effectivement, hein, on est à 8%, et donc, dans la logique de ce que Valentine a expliqué, la Banque centrale européenne devrait tirer le levier de frein et dire non, autant d'inflation, ce n'est pas possible, je dois mettre en œuvre l'artillerie lourde et donc je relève les taux. D'une part, pour l'instant, on est effectivement à des taux très élevés, 8%, ça peut encore monter, mais on sait que c'est transitoire a priori. Pourquoi? Parce que c'est lié, comme on l'a dit, à des chocs d'offres, des chocs extérieurs. Donc, par exemple, l'énergie, de nouveau des confinements en Chine, donc des problèmes d'approvisionnement. Certaines entreprises se voient limitées, doivent relever les prix. Le coût du transport a augmenté, mais a priori, l'économie européenne, parce que pour la Banque centrale, c'est la zone euro qui est déterminante, mais l'économie belge aussi. En soi, ce n'est pas de l'économie belge ni de l'économie européenne que le problème vient. Le problème vient de l'extérieur. Et si vous voyez dans la partie gauche du graphique, on disait donc qu'il y a eu ces chocs pétroliers dans le passé, 1975, 1982. On voit ces chocs, c'est transitoire. On sait que ça ne va pas, on ne va pas, cette inflation, the sky is the limit,
et on ne va pas arriver à 17, 19, 20%, une sorte d'hyperinflation de manière durable. On peut y arriver à 15%, un cas dramatique, on va doubler encore dans les prochains mois. J'espère que non, mais selon nos prévisions, en tout cas, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que justement, on s'attend à ce qu'il y ait cet ajustement, un retour à la normale. Maintenant, retour à la normale quand il y a une guerre en Ukraine, quand on ne sait pas du tout combien de temps elle peut durer, que l'on parle de limiter ou de supprimer les importations de gaz de Russie, ça aura un impact sur le marché. Donc, combien de temps va-t-on avoir cette inflation plus élevée, donc supérieure, très nettement supérieure à 2%? Ça, c'est la question. Jusqu'à présent, la Banque centrale européenne et la Banque nationale de Belgique contribuent aux analyses qui sont réalisées dans ce sens-là. On a toujours, pour l'instant, encore ce modèle de retour à une inflation plus modérée, donc revenir dans une zone d'inflation que vous voyez autour de la zone verte, de la ligne verte, pardon, qui est sur le graphique ici, où on a eu des pointes qui sont montées jusqu'à 5%, mais on est redescendu aussi, quasiment à zéro. Voilà, il y a toutes ces fluctuations. Et donc, pour l'instant, les projections, basées évidemment sur les modèles économiques, et on sait qu'il, bon, voilà, comme tout modèle et comme toute prévision, elle est faite pour être contredite par les faits, mais de manière générale, sur le long terme, voilà, c'est pas si mauvais. On a cet espoir d'un retour à la normale. Alors, il faut éviter que par son action, la Banque centrale européenne ne casse la reprise qu'on a observée dans la zone euro depuis maintenant fin 2021, après le confinement. On a vu cette reprise régulière de l'activité. Donc, le levier de la Banque centrale européenne pour lutter contre l'inflation, Valentine le disait, ça va être relever les taux d'intérêt et arrêter d'intervenir pour soutenir certains financements pendant la crise Covid. Les États se sont largement endettés pour financer les aides aux entreprises, les aides aux travailleurs, chômeurs temporaires, par exemple. Et la Banque centrale européenne a acheté ces obligations. Donc, en achetant les obligations émises par les pouvoirs publics, elle a créé de la monnaie. Donc, puisque la monnaie, c'est la Banque centrale européenne qui la crée. Simplement, quand elle achète une obligation de 100, elle va libérer 100 euros. 100 euros qui entrent dans l'activité pour payer des allocations sociales, pour payer des investissements, toute une série de dépenses publiques. Si maintenant on constate qu'il y a cette hausse de l'inflation, une des politiques de la Banque centrale, et c'est celle qui est annoncée pour l'instant, c'est de limiter cette intervention, donc de stabiliser progressivement et de revenir à des volumes de soutien à l'économie qui soient plus faibles, un peu plus faibles, puisqu'ils ont monté de manière extraordinaire dans des circonstances qui étaient tout aussi extraordinaires, celles de la crise sanitaire. Donc, voilà, la difficulté pour l'instant, comme Valentine le disait très bien, c'est qu'on est face à une inflation pour laquelle la Banque centrale européenne est un peu désarmée. Elle doit éviter de surréagir en freinant l'économie, parce que, en fait, la demande, oui, elle stimule un petit peu l'inflation, mais le problème n'est pas réellement là. Ça, c'est vrai pour la zone euro. Si vous allez aux États-Unis, là, la Banque centrale des États-Unis, la Federal Reserve, est intervenue de manière plus rapide et plus forte. Pourquoi? Parce que là, on a une inflation par la demande. Il y a une surchauffe de l'économie. Il y a réellement là des problèmes où le chômage est arrivé à un niveau extrêmement bas. Il y a des pressions inflationnistes qui viennent de la part de la demande intérieure. Donc, pour éviter ces pressions, la Federal Reserve relève un peu ses taux, freine le crédit et espère, à travers cette action, limiter l'inflation. C'est un autre cas de figure, un autre contexte que ce qu'on a dans la zone euro, où une action aussi rapide, aussi forte a été jugée contre-productive à moyen terme. À court terme, on a l'air un petit peu de suivre, d'être un peu dépassé. Et donc, cette évaluation qui a été faite et qui est faite très régulièrement peut évoluer dans le temps. Peut-être qu'à un moment donné, dans un mois, dans 3 mois, la Banque centrale européenne va juger qu'il faut néanmoins intervenir
Voilà, pour l'instant, on en est encore dans une période où c'est plus une tentative d'accommodation plutôt qu'une volonté réelle d'intervention ferme. Les leviers existent, avec une inflation comme celle-là, on le disait, les épargnants sont très nettement perdants. On voit qu'il y a des mouvements, notamment en Allemagne, où il y avait cette demande de relever les taux, préserver l'épargne. Ça, c'est classique dans un pays où la population est vieillissante, a des patrimoines importants. Dans des pays qui sont plus endettés, relever les taux ajouterait encore des difficultés financières aux pays endettés. Et donc, voilà, ajouterait encore une autre difficulté à celle qui est déjà connue pour l'instant. Donc, voilà, c'est ma réponse. J'espère que ça peut vous aider, mais n'hésitez pas, si ce n'est pas encore suffisamment clair, je peux y revenir. Je pense que c'était clair parce qu'effectivement, nous n'avons pas de remarques. Je ne sais pas si quelqu'un a encore une question, n'hésitez pas à la poser donc, via la conversation. Alors, je vois qu'on a des Volontiers. remerciements en tout cas pour vos éclaircissements à chacun. Voilà, ben je pense que c'était très clair pour tout le monde et qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, beh, c'est l'occasion pour moi donc de vous remercier, Valentine et Philippe pour cette présentation qui était vraiment très claire et qui a permis, je pense, de mieux comprendre ces principes voilà, qui restent souvent abstraits pour la plupart d'entre nous. Donc voilà, c'était l'occasion de faire le point aujourd'hui. Je remercie également tous les participants. Comme je l'ai signalé en début de webinaire, donc ce webinaire était enregistré. Vous aurez accès au PowerPoint ainsi qu'à l'enregistrement sur le site de l'Observatoire. Vous le recevrez également par mail et eh bien, j'aurai le plaisir, j'espère en tout cas, de vous retrouver le 3 mai prochain pour le prochain webinaire qui sera cette fois consacré au prix de l'alimentation. Donc voilà, je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup. Bon Merci après-midi à à vous. tous. Au Au revoir. revoir.